20 textes à 20 auteurs romans qui avaient simplement comme consigne que le texte, d'une façon ou d'une autre, ait quelque chose à voir avec Rousseau. Mais c'était complètement libre. C'était un petit peu un lancement. Et c'est Marius Popescu qui va venir ici au Liban prochainement, invité par Sharif. C'est lui qui a un journal qui s'appelle Le Persil en Suisse romande et avec lequel nous avons collaboré pour publier ces textes des 20 auteurs qui forment une sorte de carte de visite d'une certaine littérature romande vivante en ce moment. Voilà. Et puis, nous avons créé cette année, tout récemment, il y a un mois, une manifestation qui s'appelle Pour, contre, avec, une manifestation sur l'engagement et la littérature, mais au sens le plus vaste du terme. Et nous venons de recevoir Russell Banks pendant une semaine à Genève en ayant des conférences, des entretiens avec lui, etc. Donc, petit à petit, l'institution prend un petit peu de l'ampleur et devient un lieu incontournable pour le livre à Genève. Voilà, donc il faut croire à ses rêves. L'association qui s'appelait Pour une maison avait organisé des rencontres qui avait été un grand succès et du coup on a cru dans cette association. Nous avions organisé quelque chose en 2009 et la différence c'est que c'était aussi un succès, ça n'avait intéressé personne de la simple raison que nous sommes dans un pays où le pouvoir public est extrêmement volatile. On a beaucoup de difficultés à savoir à qui s'adresser, avec qui dialoguer. Et l'autre grande différence du coup qu'il y a entre nous et les Suisses et Genève, c'est que Genève, il y a quand même un investissement d'argent public, ce que nous n'avons pas beaucoup. Alors évidemment, je vais tout à l'heure remercier, parce que notre principal soutien reste la municipalité de Beyrouth, à qui je vais adresser des remerciements chaleureux. Mais sinon, il est extrêmement difficile d'obtenir de l'argent public suffisamment consistant pour faire des choses importantes. Et par ailleurs, évidemment, la maison Rousseau, c'est une chance formidable d'avoir un écrivain qui habitait une maison, que cette maison ait été conservée, et ensuite offerte aux écrivains, en définitive. J'ai beau chercher, j'aimerais bien, moi, que l'on me propose, enfin à nous, à la structure, qu'on nous propose une maison un peu historique où habiter un peintre, un écrivain, pour investir et l'investir avec des écrivains et de la création vivante. C'est une chose qui est encore extrêmement difficile dans notre pays parce que le patrimoine bâti disparaît très rapidement ou parce que, évidemment, on n'a pas conscience de sa valeur. Donc il y a de grandes différences, mais en même temps les difficultés que Sylviane a rencontrées avant d'y arriver sont similaires aux nôtres. Autrement dit, nous sommes aussi tous souvent dans le même bain. Alors, Cathy Barrault pour la maison Julien Gracq. L'histoire de la maison Julien Gracq commence sans doute en 1910, quand Julien Gracq naît dans cette maison. Alors Julien Gracq, si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous en dis quelques mots. C'est un auteur très important français du XXe siècle, proche des surréalistes, mais pas surréaliste, qui a reçu le prix Goncourt, mais qui l'a refusé, et qui était finalement assez solitaire, loin des coteries, qui a vécu beaucoup à Paris, mais qui est né dans cette maison, à Saint-Florent-le-Vieil. Saint-Florent-le-Vieil est une petite commune au bord de la Loire, entre Nantes et Angers, dans l'Ouest. Et puis il est venu y passer ces dernières années auprès de sa sœur et ensuite seul, et il y est décédé en 2007. Dans son testament, Julien Gracq lègue sa maison, d'abord à la Fondation de France, et puis il fait un avenant à son testament en disant « Si la Fondation de France refuse, ce sera pour la commune de Saint-Florent-le-Vieil ». Et dans son testament, il dit ce legs, oui, mais à condition que ce soit un lieu de repos et de travail pour les écrivains. Donc en fait, c'était pour nous la définition de la résidence. Les pouvoirs publics, c'est-à-dire la commune de Saint-Florent-le-Vieil et la région Pays de la Loire, se sont donc décidés ensemble à recevoir ce legs. Alors, c'est vrai, avoir des murs, c'est bien, c'est aussi très lourd. Financièrement, c'est vraiment très, très lourd. La maison, en fait, ce sont deux maisons sur un... J'appelle ça un domaine, mais ce n'est pas un domaine. Pour l'instant, c'est des friches de 1 hectare, deux bâtisses, alors dont une qui est celle où habitait Julien Gracq et sa famille pendant son enfance, qui est une maison qui est du tout début du XXe siècle. Et puis il y a une autre bâtisse qui, architecturalement, est sans doute plus intéressante, qui est d'époque médiévale, très très abîmée, mais que l'architecte des Bâtiments de France, même si ce n'est pas classé, a souhaité
refaire, retravailler comme une très belle maison. Donc vous imaginez que financièrement, l'investissement est énorme. C'est un investissement qui a été donc décidé tout à fait début 2011. Je crois qu'aujourd'hui, cet investissement ne serait plus décidé. Hein. On a de la chance. Donc les travaux, c'est de l'argent public, oui. Mais après, il n'y en a plus pour le fonctionnement. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Quand on investit dans les murs, il faut aussi penser que ces murs, il faudra qu'ils vivent. Faut qu'il y ait une âme. Pour qu'il y ait une âme, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait des artistes, mais aussi des gens qui s'occupent d'eux, y compris de l'administratif, qui est très important. Voilà, donc c'est lourd, en même temps c'est beau. C'est vrai que c'est un luxe extraordinaire de mettre tant d'argent dans la réhabilitation de cette maison. Dans la maison elle-même de Julien Gracq, ça sera finalement un lieu privé. On a ouvert, vous voyez, le 5 octobre, donc c'est très très récent. Nous avons 3 appartements pour les écrivains. Ils ont chacun un appartement avec une chambre et une pièce de séjour, et puis un bureau. Chaque bureau donne sur la Loire. Hein, la maison, elle a vraiment presque les pieds dans la Loire, ce fleuve qui est très très beau, qui est devant nous. Et alors, on a gardé dans cette maison, cependant, sa cuisine. J'ai souhaité que la cuisine... J'ai travaillé avec l'architecte depuis 2 ans, 3 ans maintenant. On a souhaité que la cuisine de Julien Gracq soit conservée pour qu'on puisse prendre des repas ensemble, y faire les réunions, travailler ensemble. Et en fait, depuis début octobre, on y est. Et c'est vrai que c'est un lieu où on se retrouve. Et je trouve ça intéressant qu'on se retrouve dans ce lieu où Julien Gracq et sa famille ont vécu. Évidemment, on s'est tout refait. Hein. On a été obligé, puisque depuis des dizaines d'années, les peintures, tout c'était en l'état. On a tout refait. On a gardé aussi le salon de Julien Gracq. C'était un lieu où il écrivait aussi, et c'est un lieu où il a beaucoup reçu. Julien Gracq n'aimait pas les mondanités, les grandes... je pense que là, il n'aurait pas aimé prendre la parole devant vous. Il était très solitaire. Cependant, il recevait beaucoup. Et il aimait beaucoup la conversation avec quelques-uns. Hein. Il a beaucoup, beaucoup reçu. Et donc, on a gardé ce salon. Depuis sa mort en décembre 2007, la ville de Saint-Florent a organisé des rencontres Julien Gracq, c'est-à-dire que tous les ans, pendant 2 jours, sont organisées des rencontres. Alors, avec ses anciens amis, écrivains, mais aussi on invite tout le public, et le public est invité. Chaque année, il y a un thème, ce qui a permis de faire vivre la maison avant qu'elle existe. Quoi vous dire d'autre ? Dans le projet, l'idée, c'est de recevoir des écrivains, des artistes et des chercheurs. Oui, et l'idée, c'est que l'écrivain n'est pas seul à écrire dans le monde. Il est là non pas pour s'isoler, mais pour prendre du temps pour lui, mais aussi pour les rencontres. Et qu'un écrivain rencontre un plasticien, un chercheur, qu'il entame une conversation, non pas officielle, mais finalement quotidienne, en vivant dans la même maison, même si chacun peut se retirer pour son travail. C'est l'idée de la maison. Un autre axe très fort, c'est la francophonie. La maison est ouverte à la langue française dans le monde entier. Nous avons en Pays de la Loire 2 maisons, hein, parce qu'avec la maison Julien Gracq, il y a cette autre maison dont Sharif parlait tout à l'heure, la maison des écrivains et des traducteurs, qui est là, est très ancienne, hein, qui a 30 ans. Et c'est une maison tout à fait exceptionnelle, hein, la Mythe à Saint-Nazaire. C'est un lieu repère pour nous tous. C'est un lieu où se sont faites des choses assez exceptionnelles, où sont venus des écrivains du monde entier. Et où il y a un très beau travail d'édition aussi. Un des projets de la maison Julien Gracq, alors comme Sylviane et Sharif, l'idée c'est de publier les cahiers de la maison Julien Gracq 1 fois par an, avec une très belle collaboration avec la revue 303, qui est une très très belle revue de la région Pays de la Loire, mais qui est connue bien au-delà aussi, et de publier des textes des auteurs, des chercheurs et des artistes qui viendront. Alors pourquoi aussi le travail avec le Liban ? Il se trouve qu'en 2009, j'ai été invitée, moi, comme auteur, par la région Île-de-France. C'était la première fois que je venais au Liban, et d'une façon assez extraordinaire pour moi. Quand on m'a téléphoné pour venir ici la première fois au Salon du Livre en 2009, il se trouvait que 2 ans avant, j'avais commencé un texte où
où il y avait le Liban, alors que je n'étais jamais venue, que je connaissais personne ici. Et cette invitation a été essentielle pour moi. C'est pour vous dire que quand les pouvoirs publics prennent une décision, c'est pas rien. Quand ils invitent un écrivain, c'est plein de conséquences et de choses extraordinaires. Moi, j'ai rencontré un tas de gens ici. Mon écriture s'en est trouvée bouleversée. Et une maison d'écrivains, c'est vraiment... La littérature, aujourd'hui, c'est essentiel. Vous savez, dans mon travail de directrice depuis 2 ans, il m'arrive de l'oublier. Je suis perdue dans le budget, dans les problèmes politiques, parce qu'il y en a en France aussi. Entre la région Pays de la Loire et la ville de Saint-Florent, ils ne sont pas du tout du même bord politique. Et pour qu'ils se mettent ensemble pour travailler, ce n'est pas simple. Et ce n'est pas simple tous les jours, encore. Donc, et pourtant cette idée qui quand même est... ils auraient pu ne pas accepter le legs, hein. Ces hommes politiques, ils l'ont accepté. Donc on peut se dire quand même qu'ils ont une idée de ce que peut être la littérature et comment elle est essentielle dans le monde. Et là, moi qui étais perdue dans mes problèmes administratifs, en revenant ici depuis 2 jours, tout d'un coup, c'est ici que je me dis, mais tout ça, ça a du sens. Et c'est intéressant pour moi, c'est intéressant de me dire que c'est au Liban, tout d'un coup, je retrouve le sens de la littérature, le sens du discours, le sens du débat. C'est ici, voilà. Ça, c'est une parenthèse. Et ce débat, cette littérature, cet espoir qu'on a envie de mettre dans le dialogue entre nous, entre les artistes, c'est dans les maisons d'écrivains. Donc voilà, juste, je vous en dirai plus sur la maison plus tard. On a un petit stand là-bas, je suis à votre disposition quelques heures chaque jour dans la semaine. Voilà, vous dire que ça a du sens et qu'il faut soutenir la littérature. Vous savez, là, on est toute cette semaine tous ensemble avec la littérature et c'est formidable. Mais dans le monde politique français, dans le monde des affaires en France que je connais, c'est dur. Quand on arrive avec nos livres, ils nous regardent et ils nous disent « mais vous venez de nous demander de l'argent, alors ils nous donnent quoi, 10 000 €, mais c'est ridicule 10 000 € pour ce qu'on a à faire. » C'est vraiment un combat. Et en discutant avec Sylviane, et je sais que Sharif a cette idée-là, c'est vraiment un combat. Et ce combat, le combat pour la littérature, c'est le combat pour tenir debout. Je pense que le monde, il tient debout parce qu'un jour, il y a des gens qui se sont mis à raconter des histoires. Et que c'est ça qu'on défend. Voilà. Merci Sylviane. Merci Cathy. Il marche ? Oui, il marche. Oui, je pense effectivement que c'est très difficile. Et nous aussi, quand on demande de l'argent pour les livres, vous imaginez tous comment on nous regarde. Je pensais qu'on vous regardait un peu mieux, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Alors évidemment, la maison Julien Gracq, la maison Jean-Jacques Rousseau, c'est magnifique. Alors si quelqu'un d'entre vous a un ancêtre qui était un grand écrivain et qu'il a envie de faire quelque chose de sa maison, il pourrait nous la proposer, on la lui gardera, on la lui arrangera, on la lui restaurera et on la mettra en valeur puisqu'on y mettra dedans des écrivains. Et donc tout à l'heure, je vous dirai le programme de l'année prochaine que la Maison des écrivains va proposer en 2 temps, un temps à Beyrouth et un autre temps entre Paris et Saint-Nazaire. Mais auparavant, je vais donner la parole à 2 de nos grands écrivains et en particulier donc Elias Khoury qui va en arabe nous dire ce qu'il pense d'une telle Maison des écrivains. Il y a des textes de son intervention en français pour ceux qui ne sont pas capables de comprendre et qui seront distribués. Donc, je vais parler en arabe parce que Sharif m'a demandé de parler en arabe. Pas seulement parce que mon français n'est pas excellent, mais aussi pour donner un air arabe. Parce que nous sommes à Beyrouth, c'est une ville arabe. Et à Beyrouth, les gens parlent l'arabe. Et c'est une maison des écrivains internationaux. Donc, أيها السيدات والسادة، نلتقي اليوم احتفاء بتأسيس بيت عالمي للكتاب في بيروت. كنت أتمنى أن ينعقد هذا اللقاء في مخيم للاجئين السوريين في لبنان بدل أن يكون في هذا المكان الجميل الذي بني على حافة ركام مدينتنا القديمة الذي طمر في البحر. لكن لبنان الرسمي لا يعترف بوجود مشكلة لاجئين سوريين فاق عددهم 1,000,000 نسمة. وهذه مسألة معقدة ليس الآن مجال الخوض فيها لأنها تفتح أبواب جحيم لبناني معرض للانفجار في أي لحظة. قلت إنني كنت أتمنى الذهاب إلى مخيم لاجئين سوريين لا وجود له، ليس لأنني أريد مزج الأشياء ببعضها البعض،
فأنا أعتقد أن الأدب ليس مجرد مرآة للواقع، فهو لا يعبر عن عناصر الواقع المختلفة إلا لأنه مرآة الروح الإنساني، أي مرآة الأسئلة، وهي مرآة ولدت متشظية في وحل التاريخ وحماقاته وآلامه، بل لأنني أعتقد أن بيت الكتاب لا يقوم إلا في فضاء بلا حدود، إنه بيت بلا نوافذ ولا أبواب، بيت لا سقف له سوى الكلمات، لذا فهو لا يشبه اليوم سوى بيوت السوريين المهدمة وأرواحهم الهائمة وحلمهم الديمقراطي الذي حوله النظام الاستبدادي إلى كابوس موت وقهر وعذاب. كان بإمكاننا أيضا أن نلتقي في مخيم للاجئين الفلسطينيين في بيروت، لكن ظروف المخيمات الصعبة وحصارها الطويل الذي جاء بعد المذابح الوحشية التي تعرض لها بعضها يجعل أيضا من المخيم الفلسطيني مكانا مستحيلا، غير أن قربنا من هذه المخيمات يجعلنا نشعر بدبيب الألم الذي ينبعث من نكبة مستمرة بدأت فصولها عام 1948 وتستمر في بيوت تهدم كل يوم في فلسطين، واحتلال صار مرضا إسرائيليا يبدو أن لا شفاء منه. كما ترون أيها السيدات والسادة، لا ندعوكم حين ندعوكم إلى بيروت إلى منتجع للكتابة يعيد إنتاج مقولة عزلة الكاتب الأبدية ويفسح له المجال للابتعاد عن العالم كي ينصرف إلى استنطاق صمت الكلمات. فبيروت التي تعيش خرابها في تماس مع مأساتين كبريين تحيطان بها من كل الجهات ليست المكان الملائم لبيت كهذا. بيروت تدعوكم إلى بيت بلا حيطان، بيت يعيش الدمار على إيقاع مأساتين: مأساة المشرق العربي مع الاستبداد الذي أنتج هذا الألم السوري الكبير، ومأساته مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد تحويل الأساطير إلى تاريخ